l'IPBES et vraiment se préoccupe de la biodiversité. Je pense qu'il va nous dire ce soir que la biodiversité est tout aussi importante que les problèmes qu'on est en train de réaliser du point de vue climatique et probablement encore plus important. Mais ça, il nous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Il a fait de nombreuses recherches tout au long de son parcours. Ça fait maintenant 20 ans qu'il est à Berne, qu'il travaille comme chef de cette biologie de la conservation. Et dans ce cadre-là, ses recherches sont orientées maintenant vers le domaine de la biodiversité et l'écologie de la restauration. Donc, il étudie différentes espèces. Il vient du monde des oiseaux, si j'ai bien compris. Donc, il connaît très bien l'avifaune, mais il s'intéresse à de nombreuses autres espèces. Il travaille sur les communautés, sur les populations. Et puis, ces terrains de prédilection sont les agroécosystèmes. Donc, il s'intéresse aussi des territoires où l'homme intervient, où il a une activité, et en même temps des écosystèmes, on va dire, un peu plus sauvages, particulièrement dans les montagnes. Pour compléter la présentation de Raphaël, en fait, il a des objectifs importants, c'est ceux d'identifier les problèmes de déclin des populations, quels sont les facteurs qui sont à l'origine de ce déclin, et également quels sont les facteurs à l'origine de la dégradation des écosystèmes, afin d'essayer de trouver des mesures pour remédier à ces problèmes, les atténuer, et puis proposer des restaurations quand c'est nécessaire. En même temps de son travail académique, de son travail à l'université, il est aussi co-responsable de l'Institut ornithologique suisse dans les Alpes valaisannes, ce qui l'amène et qui le maintient sur le terrain tout le temps. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une force pour lui, à la fois d'être dans le monde académique, tout en préservant des activités directement en lien avec la biodiversité, ce qui lui permet de mettre en œuvre ses études, ses recherches, ses résultats qu'il obtient. Voilà, donc c'est vraiment, je le remercie d'être là ce soir, probablement le plus grand spécialiste de la biodiversité nationale et, comme vous l'avez compris, aussi internationale. Donc je l'accueille avec grand plaisir et voilà, merci d'être venu et puis heureux de t'entendre. Et j'espère que la prochaine fois, ce sera tous ensemble au muséum de manière réunie. Voilà, merci à tous. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci Stéphano pour ton introduction assez élogieuse. Je ne sais pas si je porte vraiment le titre de champion de la biodiversité, mais enfin, si c'est ce message que j'arrive à faire passer, je ne vais pas m'en plaindre. Je suis en train d'essayer de partager mon écran. Je vous demande juste à certains d'entre vous, parce que durant cette assemblée générale, je me suis évertué à rendre muet chaque personne qui rentrait pour pas que ça soit trop chaotique. Je m'excuse de cette ingérence dans votre Zoom. Est-ce que vous voyez mon écran? Quelqu'un peut-il me donner un signe que tout fonctionne? Oui, sauf qu'on voit ce que toi tu vois, c'est-à-dire on ne voit pas forcément la page principale en plein écran. Alors, il faut que je fasse un swap de display. Est-ce que Voilà, comme ça, vous voyez le plein écran? c'est parfait. D'accord, alors il faut, maintenant vous ne me voyez pas parler parce que j'ai deux moniteurs. Alors attendez, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi est-ce que je ne fais pas un display? Donc là, vous ne voyez pas le... Attendez. Non, avant, c'était mieux. C'était bon avant. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse vous parler en face et puis que je regarde Ouais, mes mais liens au-dessous. on vous voit et puis on voyait avant l'écran en entier. Donc c'était mieux avant. Ouais. Oui. Donc je reviens à cette formule-là, vous me dites si ça joue. Est-ce que comme ça joue? Non, ça n'a pas changé là. Dans ta présentation, on la voit que morcelée. Non, ça, vous aviez cliqué sur le bouton du haut et puis on voyait votre présentation en grand et puis votre tête en petit dans la colonne. Voilà. Là, on voit bien. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, le problème, c'est que je dois me retourner puis je... Non, mais on te voit de face On vous là. voit aussi. On te voit comme... Ouais, c'est bon. Si tu regardes à ta droite, c'est bon. Oui, d'accord, Voilà, mais c'est bon. il faut que je change mon moniteur. Vous allez me dire si ça joue mieux comme ça. Là, c'est bon, là. Ouais, là, c'est parfait. Ok, d'accord. Là, on t'en en face, ouais. C'est un petit peu spécial. Maintenant, je vais obscurcir cet écran-là. C'est compliqué parce que j'ai deux moniteurs. Voilà. Alors, la biodiversité en crise, c'était le titre que j'avais annoncé pour cette conférence. Et puis, en fait, j'aimerais vous donner une perspective un peu différente.
la thèse que je vais essayer de défendre ce soir, c'est que finalement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'y a jamais eu vraiment de pacte de l'homme avec la nature. Je vais essayer de vous le montrer. Et puis ensuite, évidemment, que le grand défi qui nous attend, c'est de faire en sorte qu'on passe enfin ce pacte avec la nature. Et je vais essayer de vous montrer quelques aspects pratiques de cela. Donc, cette conférence, elle est assez générale. Je m'excuse auprès de tous les spécialistes qu'il y a dans la Société zoologique de Genève, parce que je sais qu'il y en a, d'ailleurs, j'en connais pas mal. Donc, si vous avez l'impression que je dis des grosses bêtises, eh bien, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment éviter dans le sens où je pense qu'il y a quelques principes de base qu'il faut quand même connaître et je ne suis pas sûr qu'on maîtrise toujours les grands principes de base. Alors, on a parlé de biodiversité et la biodiversité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très bien comprise parce que la biodiversité, c'est l'organisation du vivant, mais à plein de niveaux différents. Alors, vous voyez ici avec ces petites icônes à gauche qu'on part de l'hélice d'ADN et puis qu'on finit dans un écosystème tropical assez complexe. Évidemment, un des éléments de cette biodiversité biologique, c'est la diversité génétique, les gènes permettant l'adaptation et l'évolution. On a des individus qui sont porteurs de ces gènes. Je reviendrai à la fin sur la question des individus. Ces individus forment des populations, c'est-à-dire des groupes d'individus qui se reproduisent entre eux. Et les individus qui se reproduisent entre eux, plus ou moins, forment ce qu'on appelle des ensembles supérieurs, qui sont des espèces, qui sont des entités biologiques qui sont fonctionnellement distinctes les unes des autres. On ne va pas rentrer dans les détails ici parce que c'est un petit peu plus complexe que ça peut paraître. Puis ensuite, on a les communautés écologiques qui sont en fait des groupes d'espèces qui coexistent dans un milieu donné. Et tous ces différents niveaux d'organisation du vivant, ils sont mis en interaction. Il y a plein de liens, il y a plein de communications entre tous ces éléments. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup et de plus en plus, c'est que très souvent, on voit la nature comme des éléments juxtaposés, mais on n'imagine pas que les interactions écologiques font partie également de cette biodiversité et que finalement, on a beaucoup plus, évidemment, de liens entre les éléments qu'il n'y a d'éléments entre eux. Donc, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu sous-estimé et vous verrez en fin de présentation que ça a des implications pour la gestion des milieux et la compréhension des améliorations qu'on pourrait apporter à la manière dont on gère les espaces vivants. Et puis ensuite, on a les écosystèmes. Alors ça, c'est une entité beaucoup plus globale qui va englober les communautés écologiques qui vivent dans un environnement donné, ainsi que toutes ces interactions qu'on a évoquées. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle la biosphère. Hein. Donc, depuis l'ADN jusqu'au grand paysage, au grand milieu, ce qu'on appelle aujourd'hui les écosystèmes. Puis vous voyez qu'il y a cette notion que j'ai un petit peu occultée, c'est la notion de l'organisme, de l'individu. Et pourquoi? Parce que du point de vue de l'écologie, l'organisme, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Et l'écologiste se soucie finalement relativement peu du bien-être individuel. Hein. On a ici toutes les notions du animal welfare, du bien-être animal, et c'est quelque chose qui a plus trait à des questions éthiques ou qui touche plutôt la médecine vétérinaire, on dira, que vraiment les questions d'écologie. Ce qui peut paraître un peu paradoxal parce que finalement notre perception de ce monde, de ce vivant, passe par notre individualité. Si l'on regarde en fait cet ensemble, on s'aperçoit que cette biodiversité, finalement, c'est un peu un équivalent, un synonyme de la nature à qui on aurait retiré des notions comme le paysage et le milieu minéral. Hein. On n'a pas de vie dans le milieu minéral, enfin, on a de la vie dans les minéraux, mais le minéral lui-même n'est pas, en fait, le monde vivant. Et puis la notion de paysage, c'est une notion qui est assez subjective. Donc je dirais, il y a quelque chose d'assez paradoxal ici, c'est que pendant longtemps, on parlait de nature et de protection de la nature, et puis tout d'un coup, on a inventé un nouveau terme qui s'appelle la biodiversité, mais finalement, de parler de protection de la biodiversité et protection de la nature, c'est un petit peu équivalent. Et j'ai l'impression qu'en raison de ces aspects sémantiques, on a perdu pas mal de temps dans le combat pour la protection du vivant, la protection de la nature, la protection de la biodiversité. Donc cette biodiversité, cette nature, elles sont vitales, mais elles sont en crise. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. On est en train d'assister à la 6e extinction de masse, qui est aussi très probablement la première extermination de masse. C'est une expression d'Aurélien Barraud, non de moi.
Mais je pense qu'il faut le voir comme ça. On est en train d'assister à une extermination de masse. Vous avez plusieurs indicateurs qui nous montrent ce qui se passe avec cette biodiversité. Vous avez ici, par exemple, les listes rouges des espèces en danger qui augmentent, et puis ce Living Planet Index qui montre les tendances des populations pour des espèces de vertébrés dans différents milieux. Et les tailles de ces populations de vertébrés, elles régressent partout, elles déclinent partout. On a, entre les années 1970 et 2010, perdu pratiquement 60% des effectifs de ces populations. Alors, j'insiste un peu sur cette question de population parce que trop souvent, on se focalise une fois de plus sur l'aspect de l'espèce quand on parle de biodiversité. Mais évidemment, la taille des populations est quelque chose de très important parce que vous pouvez bien imaginer que si on maintient toutes les espèces, mais avec des effectifs très ténus, parce qu'on a perdu l'essentiel de leur population, on aura des écosystèmes, une biodiversité qui seront vraiment devenus très, très pauvres. Si on regarde le taux d'extinction des espèces de la crise actuelle, donc de cette nouvelle extermination de masse, on estime actuellement, et pour les prochaines décennies, voire les prochains siècles, que ce taux d'extinction sera de l'ordre de 1000 à 10 000 fois supérieur à ce qu'on appelle les taux d'extinction de base, qui sont ceux que l'on observe, disons, dans les grandes lignes, en dehors des grandes crises d'extinction dont on reparlera tout à l'heure. Vous avez ici un graphe qui montre, en fait, par rapport aux fossiles de mammifères, le taux d'extinction qu'on s'attend à avoir en termes d'espèces par million d'espèces années. Et vous voyez que ce qui est prévu pour le 21e siècle, c'est d'un ordre de magnitude qui est nettement supérieur à ce que l'on observe, si vous voulez, comme taux d'extinction de base. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement, c'est un petit peu débattu, cette accélération du taux d'extinction, mais dans les grandes lignes, si l'on regarde les mammifères, durant l'ère quaternaire, qui a duré à peu près 2,6 millions d'années, on a une espèce de mammifère qui s'éteint en moyenne, selon les fossiles évidemment, hein, ça reste une information quand même fragmentaire, tous les 200 ans. Si on regarde la période 1600 à 1900, donc la période historique, on a plus de 88 espèces de mammifères qui se sont éteintes. Au XXe siècle, c'est déjà plus de 20 espèces de mammifères qui s'éteignent. Et puis les prédictions pour le futur, c'est 100 à 1000 fois le taux d'extinction de base d'avant l'émergence d'Homo sapiens, et ceci jusqu'à un horizon de temps de 2050. Hein. Donc ça paraît vraiment très très proche, et on a plein d'études qui essayent en fait de reconstituer ce taux d'extinction. Et si vous lisez la presse régulièrement, vous êtes quand même tous un peu sensibilisés à cette question. On a plein d'espèces dont les populations sont en train vraiment de fondre comme neige au soleil. Et puis, on attend au siècle prochain un taux d'extinction qui serait de 1000 à 10 000 fois ce taux d'extinction de base. Donc, ce n'est pas très réjouissant. Qu'est-ce qui est à l'origine en fait de cette nouvelle extermination de masse ? Eh bien, un des problèmes de base, c'est évidemment notre croissance démographique qui est phénoménale et qui va continuer à se poursuivre durant quelques décennies, même si le taux d'accroissement de la population humaine actuellement est en train de fléchir. Cette courbe montre le temps qu'il est nécessaire pour rajouter 1 milliard de personnes à la population mondiale, population humaine mondiale. Et vous voyez que c'est surtout dans les années 70 aux années 90 qu'en fait, on a eu le plus gros taux d'accélération. Ce qui fait que, par exemple, durant l'existence de mon père, la population mondiale a été multipliée par 3, et durant ma propre existence jusqu'ici, elle a été multipliée par 2. Qu'est-ce que ça signifie? Cela, ça signifie que quotidiennement, on rajoute 200 000 humains à la planète, à la population de la planète. Et quand je dis qu'on rajoute 200 000 humains, c'est la différence entre les naissances et les morts. Hein, ce n'est pas juste les naissances. Donc, on a à peu près 350 000 naissances par jour, et on compte 150 000 morts. Et même la pandémie que l'on est en train de vivre actuellement, elle ne change pas grand-chose à ces chiffres. Cette démographie à succès, elle est due essentiellement à notre capacité de développer des outils technologiques pour accroître l'extraction des ressources qui nous permettent de construire notre économie et de nous nourrir, de nous loger, etc. Vous avez ici un graphe qui montre, sur l'axe du temps, l'augmentation de la population humaine, qui est cette courbe orange, et vous voyez que chaque fois qu'on a un palier d'innovation majeure, alors ici j'ai symbolisé ces paliers d'innovation majeure par des valeurs K qui augmentent au cours du temps,
on a un ajustement de la population qui va répondre en fait à ce plafond possible par rapport aux technologies qui existaient à un moment donné. Alors vous avez par exemple l'invention de la force animale dans l'agriculture qui a permis un boom dans notre population. Cette force animale a été remplacée par les moteurs thermiques, les moteurs à explosion. Puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au tournant du milieu du siècle passé, on a l'invention des pesticides et des fertilisants. Et puis là, c'est un peu provocateur de ma part, mais finalement, les organismes génétiquement modifiés, ils procèdent, si vous voulez, de la même tendance à vouloir augmenter cette capacité d'extraction des ressources et de faire en sorte qu'on génère toujours plus de ressources pour permettre à la population humaine de vivre. Et tout cela, en fait, fait qu'on peut nourrir plus d'hommes dans les grandes lignes, permettre à plus d'humains de vivre sur cette planète, et ça ne fait qu'augmenter notre population. Alors, ce qu'il y a d'assez paradoxal, c'est que l'homme ne répond pas au modèle classique d'expansion du biologique, si vous voulez, que ce soit au niveau des tissus d'un organisme, d'un individu, ou au niveau d'une population, quand on considère le nombre d'individus qui vivent dans une population. On parle de modèle logistique de croissance, on croît lentement au début, on accélère la croissance, puis après on atteint un plateau. Chez l'homme, on a un modèle bilogistique. Pourquoi? Parce que la capacité de charge, cette valeur K, en fait, elle augmente au cours du temps grâce au progrès technologique. Donc, cette capacité, elle est dynamique elle-même et non statique, comme c'est le cas pour la plupart des autres espèces animales. Alors, on a des espèces animales qui sont capables de modifier leur environnement pour augmenter les possibilités d'extraction des ressources. Vous pensez au castor qui va modifier son cours d'eau, vous pensez aux fourmis cultivatrices de champignons, etc. Ça procède évidemment du même phénomène de technicisation, si vous voulez, des sociétés, mais en même temps, chez l'homme, ça atteint des dimensions qui sont colossales. On pourrait dire qu'on est vraiment une espèce technologique à la base. Ces causes de la 6e extinction de masse ou première extermination de masse, elles résultent finalement d'un couplage, et ce couplage qui génère une consommation extravagante de ressources et d'énergie, elle est le résultat de notre démographie multipliée par notre consommation de ressources ou d'énergie par tête de pipe. Vous avez ici un graphe qui montre, entre le milieu du 19e siècle et le tournant du millénaire, l'augmentation de la population en milliards d'individus, la consommation d'énergie par personne avec une unité de mesure de l'énergie, et finalement, c'est la multiplication de ces deux facteurs qui donne la situation explosive dans laquelle on se trouve actuellement, avec une explosion vraiment de la consommation d'énergie et de ressources qui va générer ce qu'on appelle, du point de vue économique, toutes ces externalités négatives, c'est-à-dire ces retours sur le système qui affectent le système et pourraient le compromettre à long terme. On ne va pas entrer dans les détails parce que c'est des considérations économiques, mais l'économie doit faire ici aussi sa révolution pour intégrer ces externalités négatives dans ses modes de prédiction pour le futur. Si on ne le fait pas, et je vais y revenir tout à l'heure quand on parle des limites biosphériques, si on ne le fait pas, on va vers un grand chaos. Alors, une notion qui est très importante derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. C'est une théorie qui a été développée par Hardin dans les années 1960 et qui nous dit que finalement, quand un bien appartient à une collectivité, très souvent, ce bien est moins bien géré que si ce même bien appartenait à un groupe privé ou à un individu isolé. Pourquoi? Parce qu'il y a une déresponsabilisation par rapport à l'utilisation d'une ressource ou d'un bien quand on a un collectif un peu important par rapport à un petit collectif ou à une structure privée, une structure familiale. Alors ceci, c'est quelque chose qui gouverne finalement un peu le mode de fonctionnement des sociétés humaines actuelles, mais ce n'est pas quelque chose qui est complètement rédhibitoire parce qu'on a des sociétés qui ont été démontrées fonctionnant finalement sur un évitement de ce qu'on appelle la tragédie des communs. Mais pour arriver à changer les paradigmes de fonctionnement sociaux, il faudrait vraiment une révolution au niveau du comportement humain. Et il n'est pas du tout sûr que cette révolution, elle, soit engagée et qu'elle aboutisse un jour. Alors, quand on me pose la question d'un exemple de tragédie des communs, ben, je cite à mes étudiants toujours le cas d'une WG, comme on dit en allemand, c'est-à-dire
un appartement qui est partagé par plusieurs étudiants, on a souvent des gens qui jouent le jeu quand il y a des tâches à partager ou en fait, je sais pas, des réparations à faire ou simplement la gestion du quotidien de l'appartement qui est collectif. Mais vous savez toujours que dans ces systèmes-là, il y a toujours des petits malins qui s'en tirent mieux que d'autres. Ils fonctionnent un petit peu comme des parasites en se reportant sur les autres. Et vous pouvez prendre un autre exemple, par exemple une boîte qui a une série de véhicules. Les véhicules dans une boîte sont toujours moins bien gérés que les véhicules qui sont possédés à titre privé. Donc ça, c'est ce qui a été décrit comme la tragédie des communs. Encore une fois, ce n'est pas rédhibitoire, mais il faudrait une révolution pour qu'on change de paradigme. Et évidemment que ici, ce qui est sous-jacent, c'est que la nature est un bien commun, qu'on doit la gérer de façon collective, mais qu'il y a trop d'individualités qui essayent de gérer ce bien et qui malheureusement tirent la couverture à eux, si on ose dire, ce qui fait que ces biens sont finalement mal gérés. Voilà. On revient à notre extinction de masse. Alors, contrairement à ce qui est souvent compris, cette extinction de masse, elle a commencé il y a bien longtemps. On a l'impression que c'est avec l'industrialisation ou l'intensification de l'agriculture que cette nouvelle extinction de masse a commencé, mais je vais essayer de vous montrer maintenant que ce n'est pas si simple, que finalement l'homme, depuis qu'il est homme, Homo sapiens, ou peut-être déjà nos ancêtres étaient dans ce processus-là, c'est-à-dire les Néandertals, les Erectus, etc., en fait, ont un impact sur la biosphère qui est colossal depuis le début. Alors, vous avez ce graphe de gauche ici qui vous montre au cours de ce qu'on appelle le Phanérozoïque, c'est-à-dire la grande apparition de la vie il y a environ 500 millions d'années. Vous avez différents épisodes. Ceci est basé sur, encore une fois, les fossiles qui ont pu être retrouvés, notamment pour les organismes marins. On a divers épisodes d'extinction de masse, où on a tout d'un coup la diversité du vivant qui disparaît. Alors, la principale extinction de masse, c'est celle du Permien, qui a vraiment annihilé une grande partie des formes de vie sur la planète. Et puis, on en a une autre qui est toujours bien connue, c'est celle de la fin des dinosaures, des ichthyosaures, etc. Mais contrairement à ce qu'on pense, cette extinction de masse n'était vraiment pas la plus importante. La plus importante, d'après, encore une fois, les fossiles, c'est l'extinction du Permien. Et puis alors, si on vient plus près de nous et qu'on voit l'amènement de Homo sapiens, on pourrait ici inclure peut-être les ancêtres d'Homo sapiens comme Erectus ou les cousins comme Néandertal. En fait, on s'aperçoit que quand les hommes arrivent dans une région donnée du monde, sachant que le berceau de l'humanité, c'est le continent africain, qu'on a premièrement l'Asie et l'Europe qui sont colonisées, puis l'Océanie et enfin les Amériques, on s'aperçoit que chaque fois que ces humains sapiens débarquent dans une région, eh bien, ils vont procéder avec la surchasse vont provoquer l'extinction des espèces de ce qu'on appelle la mégafaune, c'est-à-dire tous les animaux qui font, en termes de biomasse, plus de 44 kg par individu. Alors, ce graphe ici, il faut le lire de cette manière-là. Vous voyez, on a des icônes qui montrent différentes espèces animales qui étaient très chassées par nos ancêtres. Et puis, quand c'est très rouge, ça veut dire que l'origine de l'extinction de ces genres de mégafaune, et on ne parle pas vraiment ici d'espèces, les analyses portent plutôt sur les genres, qui est le niveau taxonomique supérieur à l'espèce. On s'aperçoit que pour l'Amérique du Nord et l'Océanie, on a une très très forte évidence, qui est aussi montrée par le nombre de ces points verts que vous avez en dessus des graphes. Donc, vous voyez, pour l'Amérique du Nord et pour l'Océanie, on a plein de points verts. Et ça, ça montre, si vous voulez, la proportion de ces espèces qui a disparu selon les analyses qui ont été faites à cause de la surchasse par les humains. Alors, vous voyez qu'on a une situation paradoxale en Afrique où finalement, on n'a pas vraiment beaucoup de données, mais ce qui se passe, c'est qu'en Afrique, la grande faune, elle a toujours vécu avec Homo sapiens ou les ancêtres d'Homo sapiens, puisque nos ancêtres sont nés en Afrique. Ça veut dire qu'il y a toujours une coévolution entre l'homme comme méga prédateur technique et ses espèces proies. Et puis après, si on part en Europe, évidemment, on a ces changements climatiques qui oblitèrent un peu cette mégafaune, mais on a de plus en plus d'évidence que beaucoup d'espèces, il y a un article qui vient de sortir d'ailleurs sur cette question, que beaucoup de ces espèces de la mégafaune, si elles ont disparu en Europe, si elles ont disparu en Asie, eh bien c'est également à cause de la surchasse générée par l'homme. Alors, vous voyez, ici, on a toutes ces représentations dans différentes parties du monde, que vous alliez
en Océanie, que vous alliez en Asie, en Europe, ou même plus proche de nous dans les Amériques, vous avez toujours des représentations finalement de ces chasseurs-cueilleurs et des animaux qu'ils chassaient. Alors on projette toujours ça avec une espèce de dimension, on voit là derrière une dimension spirituelle. Je pense qu'il y a quelque chose de très fonctionnel derrière ces représentations, mais évidemment il y a des dons d'artistes qui font qu'on a pu représenter le fonctionnel avec une esthétique qui est incontestable et qui donne naissance à l'art humain. J'aime beaucoup cette image qui est prise dans la grotte Chauvet en Ardèche. Vous savez que vous pouvez visiter le facsimilé de cette grotte. Je vous engage à le faire. Il y a une exposition qui est très bien faite et qui montre comment vivaient ces hommes il y a environ 30 000 ans. Et on a en fait la possibilité de visiter une copie de la grotte avec les fresques en grandeur nature. Alors si je vous projette cette image, c'est que normalement je fais un quiz avec le public sur la base de cette image et je vous demande parmi ces images, quelles espèces vous reconnaissez. Alors on ne va pas vous demander de brancher votre micro, je vais vous simplifier la tâche, mais ce que vous voyez ici, ce sont des aurochs, ici à gauche avec ces longues cornes. Là vous avez des chevaux sauvages. Là, vous avez nouveau un auroch. Là, vous avez un lion des cavernes. Là, vous avez un rhinocéros. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on voit. Alors, ce qui est de paradoxal, c'est que ces espèces qui vivaient encore chez nous à la fin des glaciations, donc il y a à peu près 30 000 ans, eh bien, elles ont toutes disparu. Et il y a de plus en plus d'évidences qui montrent que si elles ont disparu, c'est parce que nos ancêtres les ont trop chassées. Elles ont été exterminées par la surchasse. Effectivement, le climat pourrait jouer un certain rôle dans cette disparition, mais il y a de plus en plus d'évidences qui nous disent que non, c'est l'activité de surchasse de nos ancêtres qui a détruit cette ressource alimentaire. Et puis, après la grande extinction, ou ce qu'on appelle les overkill, c'est-à-dire ces extinctions de masse dues à la surchasse, on a évidemment le processus qui va aller s'accélérant avec l'avènement de l'agriculture, l'agriculture résultant essentiellement d'une déforestation massive. Alors ici, vous avez les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, qui sont les premiers cultivateurs, mais finalement, si l'on regarde nos paysages les plus productifs d'Europe centrale, avec ici l'exemple de la Suisse, on s'aperçoit qu'ils résultent effectivement de la déforestation. Il faut imaginer ces grandes plaines du plateau suisse, à l'époque, étaient couvertes de marais, mais essentiellement boisées, avec des immenses surfaces boisées. Et au cours des millénaires, en fait, on a déboisé ces surfaces et il ne reste plus que des petits patchs de forêt dans ce système. Donc, ce que nos ancêtres ont fait il y a qu'ils ont commencé à faire il y a déjà des millénaires, en fait, à modeler le paysage dans lequel on vit. La même chose s'est produite en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, avant la colonisation par les colons européens, surtout dans sa partie orientale, était un immense paysage boisé. Après, on a la grande prairie dans les zones médianes, mais l'essentiel du continent nord-américain oriental était couvert de boisement. Et en quelques siècles, on a complètement annihilé ces immenses forêts pour évidemment gagner des terres agricoles. Et puis, tout ça se répète, c'est des images qui sont devenues classiques, mais qui sont toujours très parlantes. Vous avez ce bout de forêt pluvieuse en Bolivie, la situation dans les années 1970, on voit une rivière ici qui permet la pénétration des humains, on voit déjà des premiers défrichements. En 1992, donc même pas 20 ans plus tard, on voit que l'homme a pénétré très profondément dans cette forêt pluvieuse. Et puis en l'an 2000, et je pense que si on prenait une image plus actuelle, ça serait encore pire, on a toute la surface qui est neutralisée et convertie à l'agriculture, à part les zones de montagne moins productives, moins faciles à cultiver. Ceci a des implications sur la biodiversité, évidemment, mais ça a aussi des implications sur l'homme, parce que la richesse des coévolutions entre l'homme et leur milieu, entre nos ancêtres, les milieux qui prévalaient jusqu'ici, en fait, vont disparaître. Ça veut dire qu'on a des cultures humaines qui sont très adaptées, qui sont très riches du point de vue diversité également, qui disparaissent à cause de cet annihilement de l'habitat originel. Cette déforestation, comme vous le savez, elle se poursuit. On vient le week-end passé d'avoir encore une votation sur un objet qui touchait plus ou moins à cette question de la déforestation, avec l'expansion de l'industrie de l'huile de palme en Asie, qui neutralise les paysages de forêts pluvieuses. Vous avez ici une carte de Bornéo qui montre l'ampleur de la déforestation. Bornéo n'a même plus 40% de la surface boisée qu'on y rencontrait encore
au milieu du siècle passé. Donc, c'était vraiment une dévastation, avec évidemment des répercussions sur les espèces, avec l'emblème de l'orang-outan qui voit son habitat à nouveau fondre comme peau de chagrin. Et puis, on a ensuite l'industrialisation qui va rajouter une couche à cette couche déjà assez catastrophique de l'expansion agricole, il faut quand même bien le dire, et à l'intensification de cette agriculture. Et là, l'industrialisation, avec la génération des gaz à effet de serre, elle va commencer à, moi j'appelle ça la destruction du climat planétaire. Beaucoup de gens n'aiment pas ce terme destruction parce qu'ils disent qu'on ne peut pas détruire le climat. Pour moi, si, on peut détruire le système du climat planétaire. Et comme vous le savez, on est dans un processus actuellement de dégradation de ce système planétaire qui est, climatique planétaire qui est vraiment très critique. Alors évidemment, on a les calottes polaires qui fondent comme peau de chagrin, encore une fois, et puis des espèces de nouveau emblématiques qui disparaissent, à l'exemple de l'ours polaire. Alors, résultat de ce processus d'expansion de l'homme et de ses activités, c'est que nous sommes actuellement dans une situation de déséquilibre, de rupture avec les grands cycles biogéochimiques qui régissent la biosphère. Et les scientifiques estiment actuellement que parmi les 9 grands cycles biogéochimiques qui régissent la biosphère, 3 sont actuellement enfoncés, c'est-à-dire qu'on est en dehors de la zone de gestion durable de ces cycles biogéochimiques. Alors, le graphe qui est dessous présente en fait ces 9 cycles biogéochimiques, vous pouvez en reconnaître quelques-uns. Celui dont on parle le plus actuellement, dans une perspective qui est quand même fortement anthropocentrée, c'est la destruction du climat. Et comme vous le voyez, on est actuellement en dehors de la zone de durabilité. La zone de durabilité, c'est le centre de cette figure, si vous voulez, la zone en verte. Et dès le moment où on passe la limite, eh bien, on a un système qui est non durable. Alors, la destruction du climat génère ces problèmes de non-durabilité, on enfonce ce cycle géochimique climatique. Mais comme vous le voyez sur ce graphe, ce qui est incroyable, au CO2, on doit évidemment rajouter d'autres gaz à effet de serre comme le méthane, mais ce qui est incroyable, c'est que finalement, on en parle encore relativement peu, mais le déclin et l'érosion de la biodiversité est encore plus problématique du point de vue de son amplitude que cette destruction climatique, et c'est surtout dû et encore et toujours à la déforestation. Et puis on a un autre aspect, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'azote, où là on est en train de complètement foutre en l'air le système, et ceci c'est dû à l'intensification agricole. Donc c'est quand même assez paradoxal que notre société maintenant est très focalisée sur cette question du changement, ce que j'appelle la destruction du système climatique planétaire. On est conscient des problèmes de biodiversité, de déforestation et d'intensification agricole, mais vous voyez qu'on fait très peu d'efforts dans cette direction par rapport au reste, et c'est un petit problème de perspective qu'a l'humanité sur les réels enjeux pour le futur. Alors, comme on le voit sur ce graphe, le gros problème qu'on a finalement, c'est la conversion de ces terres pour la culture, pour produire des biens et des ressources consommables pour permettre aux humains de vivre. Et si l'on regarde dans une perspective encore plus large, qu'est-ce que ça a comme impact, cette expansion de notre espèce sur l'environnement? On peut traduire tout ça en termes de productivité primaire nette, ce qui correspond plus ou moins à toute la biomasse qui est produite par les organismes vivants qui vivent sur la Terre, en principe les plantes, mais aussi les animaux, moins ce qui est utilisé pour la respiration. D'accord? Et si l'on regarde l'ensemble de nos écosystèmes, on s'aperçoit que l'homme utilise actuellement, directement ou indirectement, un quart de cette productivité primaire nette pour lui-même. Et si l'on prend que les écosystèmes terrestres, maintenant on est à plus de 55%. Ça, c'est des anciennes estimations qui ont été revues. Actuellement, on serait à l'ordre de 58%. Donc, c'est-à-dire que toute cette biomasse, que ce soit la phytomasse ou la masse animale qui est produite sous l'effet du soleil, avec les sels minéraux et l'eau pour constituer chaque année des tissus, chaque année les arbres, les plantes, etc., les animaux produisent des nouveaux tissus, 58% actuellement de ces tissus produits sont utilisés par l'homme, c'est-à-dire essentiellement via l'agriculture, mais évidemment via d'autres activités économiques humaines.
Voilà, cette part de productivité primaire nette qui est accaparée par l'homme, c'est très simple, elle est plus disponible pour les autres organismes. Et un des grands enjeux de la protection de la biodiversité, c'est de faire en sorte, dans un système qui exploite à fond les ressources, de faire en sorte que une partie plus importante de cette productivité primaire nette puisse être allouée à la biodiversité. Hein. Ça, c'est un grand concept qui devrait nous gouverner dans notre approche de notre relation au monde, à l'environnement, à la nature, dans les décennies qui viennent, c'est de faire tout ce qu'on peut pour augmenter cette part de productivité primaire nette qui peut être mise à disposition de la biodiversité et pas simplement à notre propre disposition. Alors, dans cette mouvance-là, la première chaire de biologie de la conservation, elle a été créée en Suisse en 2001 et j'ai la chance d'avoir hérité en fait de ce poste, mais qui est aussi un grand défi parce que dans un environnement, une société très très contraignante qui va un petit peu bouleverser tout ce système, on doit être là pour proposer des solutions. Vous pouvez bien imaginer que ce n'est pas facile et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Quel est le type, un petit quiz, quel est le type d'écosystème qui a été le plus dégradé au cours du siècle passé en Suisse? Alors ça, c'est une question que je pose dans ces conférences et la plupart du temps, je dois dire que la réponse qui est donnée est celle des zones humides et des cours d'eau qui ont été très dégradés. En fait, ce n'est pas tout à fait juste parce que l'habitat qui a le plus perdu en fait en surface et qui a été le plus dégradé au cours du siècle passé en Suisse, ce sont les prairies de fauche riches en biodiversité suite à l'intensification agricole, c'est-à-dire c'est un milieu secondaire créé par l'homme pour obtenir du fourrage pour les animaux domestiques, qui est l'écosystème qui a le plus été dégradé. Alors vous avez ici une carte qui montre les prairies qui ont une certaine valeur biodiversitaire sur le plateau, les Arenatérions, pour ceux qui connaissent, etc., qui sont actuellement considérées comme les prairies les plus riches, mais qui à l'époque étaient les prairies les plus productives. La situation en 1900, et regardez la situation en 2010, il ne nous reste même pas 5% de cette surface des prairies de fauche riches en biodiversité. Et ce n'est pas par hasard, je ne vais pas m'éterniser sur cette thématique-là, mais ce n'est pas par hasard si mon groupe de recherche à l'Uni de Berne, en fait, il travaille depuis maintenant 14 ans, en tout, 15 ans même, si on travaille sur ces questions du maintien de ces prairies pour la flore et pour la faune des invertébrés et des vertébrés qu'elle abrite, sans oublier les micro-organismes du sol, parce que ce sont des milieux qui sont extrêmement riches. Au niveau de la diversité et du nombre d'espèces, on a quelque chose qui est extrêmement valable et que l'on perd à très grande vitesse actuellement. Voilà. Donc, je ne vais pas vous présenter d'autres projets de recherche de mon groupe, ça pourrait faire l'objet de plusieurs conférences si à un point donné vous êtes intéressé, mais je vais revenir à mes questions générales de biodiversité. Et maintenant, on va essayer de voir, maintenant qu'on a vu que cette biodiversité, elle est vraiment mise à mal, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi préserver la nature et la biodiversité? Et puis la première perspective, c'est évidemment la perspective anthropocentrée, de dire, parce qu'on en a besoin pour nous et pour notre économie. D'accord. Alors ce graphe montre en fait différents éléments de ce qu'on appelle les services écosystémiques et les bénéfices que la nature fournit à l'homme, avec tout à la base le capital naturel, avec ce qu'on appelle les services de soutien, la formation des sols, la production primaire nette dont on a parlé, le cycle des nutriments. Ensuite, on a les services de régulation, par exemple du climat, des systèmes hydriques. On a les services de production avec l'eau potable, les minerais, le bois et la nourriture, et les services culturels, le tourisme, les activités de loisirs, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, des arts, de l'esthétique, etc. Tout ça fait partie, constitue le bien-être humain, assure notre sécurité, notre alimentation, notre logement, notre santé jusqu'à un certain point et la qualité de nos relations sociales. Mais vous comprenez bien que l'ensemble de cet édifice, maintenant, il est mis à rude épreuve et qu'on doit faire attention de ne pas détruire ce système parce que ça pourrait avoir des implications dramatiques à terme sur l'économie humaine et sur le fonctionnement des sociétés humaines. Par rapport à ces services clés dont on a parlé ici, on parle par exemple des services de production ou des services de soutien, on a des services qui sont maintenant très bien documentés. C'est par exemple la pollinisation. Vous avez tous entendu parler de la crise de la pollinisation avec des chutes dramatiques
des populations des insectes, pas simplement des insectes pollinisateurs, pas seulement, mais également. On a aussi d'autres espèces que les insectes qui pollinisent, les araignées, les oiseaux, des chauves-souris, etc. On estime que le tiers des produits agricoles produits dans le monde, en fait, dépendent d'une manière ou d'une autre de cette activité de pollinisation par les organismes vivants. Et la valeur de ce service écosystémique atteint quelque chose comme 250 milliards de francs par an, si on essaye de le quantifier de point de vue économique. Ça représente 10% de l'économie agricole mondiale, alimentaire mondiale. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est bénin, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, si l'on regarde la diversité biologique, la biodiversité, elle permet également ce qu'on appelle l'assurance écologique. Alors moi, je ne suis pas un boursicoteur, peut-être certains parmi vous avez placé votre argent dans des portfolios d'actions, etc. Mais il y a une règle en économie où quand on place son argent dans des actions, c'est de diversifier son portefeuille. C'est une notion que même les béotiens qui ne boursicotent pas, ce qui est mon cas, ça, il faut diversifier son portefeuille d'actions. Et c'est exactement la même chose avec la nature. Quand vous simplifiez un système à l'extrême, qu'il n'y a plus que quelques espèces qui vivent dans ce système, eh bien, vous perdez l'assurance que ce système puisse se maintenir sur le long terme. Vous perdez ce qu'on pourrait appeler une assurance écologique, en comparaison avec cette assurance financière du portfolio bancaire. Et ceci est bien représenté par ce graphe ci-dessous, qui est en fait une représentation symbolique du problème. Vous avez à gauche une prairie de montagne sur une pente, avec plein d'espèces différentes qui sont présentées, qui sont illustrées par ces différents types de clous et de couleurs. Et vous voyez qu'il y a pas mal de liens entre ces différents éléments. En fait, il y a beaucoup plus d'interactions que ce qui est dessiné là-dessus. Mais en fait, tout ça, même si ça a l'air chaotique, ça forme un ensemble très cohérent qui va assurer cette assurance écologique. Quand vous appauvrissez cette diversité, que vous avez une monotonie des éléments qui sont présents, vous augmentez les risques que le système capote. Alors, typiquement, ici, vous augmentez les risques d'érosion. Et c'est ce qui se passe quand vous avez une surexploitation, par exemple, via le surpâturage des prairies de montagne. Vous avez l'érosion qui est très vite entraînée et un système qui devient non fonctionnel. Donc, la diversité biologique est une assurance écologique. Ensuite, on a la notion de résilience. C'est une notion qui était pendant très longtemps inconnue des humains, jusqu'à ce qu'on ait le tsunami en Indonésie, l'attentat terroriste contre les tours jumelles, et puis maintenant on dira aussi le Covid-19, c'est que la résilience, c'est la capacité d'un organisme ou d'un système de retourner à un état d'équilibre antérieur ou nouveau qui lui permet de passer un mauvais cap, on dira. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on a des communautés écologiques qui sont diversifiées, eh bien, on a une plus grande capacité de résilience du système. Alors ici, vous avez une illustration d'un paysage originel, déjà humanisé et cultivé, avec une grande diversité d'éléments structurants et une grande diversité d'espèces qui en profitent. Ce paysage, progressivement, va être homogénéisé et simplifié, donc on perd en diversité de structures et en diversité d'espèces, et puis on arrive à un système très, très simplifié avec peu d'espèces. Et si on regarde des études qui ont été faites sur cette résilience, c'est un modèle théorique, mais qui a depuis été testé, on s'aperçoit que lorsque vous avez, c'est le cas du bas, un écosystème qui est très complexe et structuré, très diversifié, lorsqu'il y a une perturbation, ce qui est indiqué par cette flèche dans ce système, vous allez avoir une perte de la diversité de ces espèces, mais après un certain laps de temps, un retour à un état plus ou moins antérieur. D'accord ? On retrouve la ligne de base, si vous voulez. Quand le paysage a été simplifié, eh bien, les pertes sont beaucoup plus grandes, en principe, parce qu'il y a moins d'interactions, il y a moins de liens entre les espèces, il y a moins d'éléments, et il y a un peu plus de temps nécessaire pour retrouver le niveau antérieur. Et puis, finalement, quand on a un système hyper simplifié, alors là, on a une chute des éléments, mais on ne revient pas à un état antérieur. Et ça, c'est exactement ce qu'on observe, par exemple, actuellement, avec la compensation écologique qui essaye de recréer des prairies fleuries sur le plateau. On n'arrive pas à retrouver l'état antérieur pour des raisons que, justement, dans mon groupe, on est en train d'étudier et on est en train d'essayer de voir si on peut développer des parades pour arriver à redonner
un état plus riche à ces systèmes. Alors, un typique service écosystémique qui, en fait, pourrait être lié à cette chute de la diversité, c'est le contrôle des ravageurs en agriculture, qui est évidemment un service écosystémique. Quand vous avez un système diversifié, eh bien, les ravageurs qui envahiraient vos cultures, ils seront plus facilement neutralisés que si vous avez un système homogène et simplifié. Voilà, ça c'est la perspective anthropocentrée ou anthropocentriste, c'est-à-dire la nature pour l'homme, mais il serait quand même un petit peu trop simple de voir les choses uniquement comme ça. Et on est un petit peu dans cette phase où tout finalement ce qu'on perçoit est très anthropocentré. On parle du réchauffement climatique comme étant le gros problème parce qu'évidemment, ça touche directement notre activité économique et on s'aperçoit de ça. Mais je pense qu'il serait faux de rester dans une perspective uniquement anthropocentrée. Maintenant, j'aimerais vous montrer pourquoi on doit essayer d'opérer ce qu'on appellerait un décentrage. Alors, vous avez ici, ça reprend un peu le graphe qu'on a vu avant, le capital naturel, les processus écologiques et les services écosystémiques, les bénéfices de la nature pour l'homme, et tout en haut, comme si c'était le but de tout ça, c'est le bien-être humain. D'accord. Et pourquoi c'est dangereux, cette perspective anthropocentrée pour essayer de défendre la biodiversité? Parce que finalement, cette approche purement anthropocentrée, anthropomorphique, si vous voulez, elle est très dangereuse. De voir tout sous l'œil de l'utilitarité, de l'utilitarisme, ça pourrait en fait mener à des dérives. Pourquoi? Parce que beaucoup des services écosystémiques que la nature nous fournit pourraient être manufacturés par la technologie. Alors, je donne un exemple ici qui sera assez parlant, je pense, la pollinisation. Dans la nature, on l'a vu tout à l'heure, 10% du volume financier représenté par l'alimentation mondiale, c'est en fait le service de pollinisation par ces organismes animaux, les insectes, les chauves-souris. Eh bien, on est en train déjà, alors ça c'est une image fictive, mais on est déjà en train de créer des mini-drones qui vont, grâce à des mini-caméras, repérer des corolles de fleurs et vont passer d'une corolle à l'autre pour les féconder. Donc vous voyez qu'ici, on peut très bien remplacer finalement un service qui est offert gratuitement par la nature par un service qui va coûter et qui va faire tourner notre économie. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire attention à cette perspective purement utilitariste de notre vision du monde vivant et de la biodiversité. En plus, cette biodiversité qui nous est vitale, elle existe aussi en propre. On se rend bien compte que la nature existait avant nous, qu'elle risque bien d'exister sous une forme dont on ignore la nature exacte, mais elle risque bien d'exister si un jour on venait à disparaître, ce qui n'est pas absolument improbable. Et il faut qu'on change de perspective. On a une valeur, une vision très utilitariste, et on devrait passer à une vision plus d'existence de la biodiversité. C'est-à-dire opérer un décentrage, de passer de l'égo-logique à l'écologique. Vous voyez ici, vous avez système pyramidal. Comme par hasard, c'est l'homme, c'est-à-dire le sexe masculin au sommet de la pyramide. Vous voyez, la femme, elle est au même niveau que les baleines sur ce graphe. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis ici, vous avez un système où finalement, il n'y a pas de hiérarchie. Et il faut qu'on passe à un système non hiérarchisé, c'est-à-dire que tout ne doit pas être centré sur l'homme et en fait être vu du seul point de vue de l'humain. Alors, vous avez ici plein de concepts qui sont liés à cette approche égologique et écologique. Si vous prenez la peine de les lire, vous verrez que finalement, on est dans un système actuellement où on est en train d'essayer de pousser vers un shift de paradigme, un changement de paradigme. Mais ce changement de paradigme, je le dis, il est de type copernicien, c'est-à-dire que c'est à peu près comme d'imaginer à la Renaissance qu'on passe du modèle de l'univers ou du système solaire dans lequel la Terre serait le centre, à un système où finalement, ce n'est pas la Terre qui est le centre, la Terre est un élément qui tourne autour de l'autre. Et c'est ce qui va probablement se passer dans les générations futures. On va passer d'un système où l'homme n'est plus forcément le centre de tout, mais l'homme est un élément parmi un tout, et il est dépendant de ce tout et de toutes les interactions entre les éléments de ce système. Voilà. Maintenant, on a parlé de cette valeur d'existence de la nature. C'est une notion qui est très importante et il faut absolument cultiver cette notion d'inspiration
et de sources d'émotions que fournit la nature, parce que c'est probablement la meilleure manière à terme de la préserver. Les aspects fonctionnels, c'est bien, mais si en plus on peut remplacer beaucoup de ces services écosystémiques, de ces fonctions écologiques par des services ou des fonctions manufacturées, ben on n'aura plus d'arguments, d'accord. Par contre, de vouloir maintenir des sources d'inspiration et d'émotion, c'est important. Alors ici, j'ai choisi des tangaras, c'est des oiseaux qui vivent en Amérique latine. Ils sont des oiseaux incroyables au point de vue des coloris. Ils ne sont pas très variables au point de vue de la morphologie, mais quand on voit le chatoiement de leurs couleurs, ça ne peut que susciter des émotions. Et ce sont vraiment, au point de vue des coloris, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a d'autres tangaras qui montrent ces palettes de couleurs qui sont vraiment phénoménales. Et puis on a d'autres espèces aussi alors d'Amérique latine, qui sont les colibris, avec une diversité et des types qui sont absolument magnifiques. Et il serait un peu stupide, je m'excuse, cette idée n'avait pas de super bonne définition, mais je n'ai rien trouvé de mieux. Ce serait un petit peu bête de penser qu'il n'y a que les écosystèmes de type tropical qui, en fait, offrent cette richesse de palette de couleurs et de formes. Vous avez ici une planche qui montre différentes espèces d'Achenorhyncha, c'est-à-dire de cicadelles, qui vivent principalement dans les herbages ou sur la végétation buissonnante d'Europe centrale. Alors, si vous prenez une loupe une fois que vous vous baladez et que vous regardez un peu ces petits organismes, vous savez, qui sautent d'un brin d'herbe à l'autre, et que vous prenez la peine de les regarder avec une loupe, vous allez voir qu'il y a des trucs incroyables au point de vue des coloris. Donc, c'est juste que les tangaras, si on a l'occasion de voyager, ben, ils sont plus visibles parce qu'ils sont plus à notre échelle. Mais si on va dans l'infiniment petit, on va voir des choses qui sont absolument phénoménales et qui n'ont rien à envier aux écosystèmes tropicaux. Une autre perspective, c'est que l'érosion de la biodiversité, elle peut aussi nous priver de fertiles interactions entre la nature et la culture. Je vais vous donner un exemple ici. Vous avez cet oiseau, s'appelle le bruant ortolan. C'est une espèce qui nichait, Paul Giroudel le connaissait pas mal sur Genève jusque dans les années 50-60. Il était relativement commun dans le bassin genevois. Ensuite, la seule population qui subsistait quand j'étais jeune ornithologue, c'était en vallée, quelques petits points dans les grisons. Et on avait une importante population. On avait des bruants ortolans un petit peu partout dans le canton du Valais, encore dans les années, fin des années 70. Et en 2004, on n'avait plus que quelques petites populations. Et actuellement, la dernière nidification a eu lieu en 2014 et depuis 2016, cette espèce est éteinte comme nicheuse en Suisse, mais on doit attendre 10 ans pour la déclarer comme éteinte. Et ce sera le cas en 2026 parce que je ne vois pas comment cette espèce pourrait recoloniser nos régions. Alors, pour la petite histoire, ce bruant, il est très connu de la gastronomie française. On nous raconte par exemple que François Mitterrand, une semaine avant de mourir, a encore fait une dégustation d'ortolan. Mais cette espèce, extrêmement braconnée dans le sud-ouest de la France, est actuellement protégée, c'est-à-dire que la chasse, la braconne à cette espèce a été bannie il y a 2 ans par la communauté européenne et j'ai participé à un projet qui a en fait couvert toute l'Europe et même le Moyen-Orient pour essayer de convaincre finalement les autorités françaises et européennes que la surchasse opérée dans le sud-ouest de la France était responsable de la disparition, en tout cas des espèces du Nord, peut-être pas de celles du Valais, mais des espèces du Nord de l'Europe. Donc, l'espèce a été longtemps braconnée, maintenant elle est protégée, peut-être qu'elle reprendra un petit peu du poil de la bête. Maintenant, vous allez me dire, mais quel lien avec la culture? Eh bien, écoutez le chant de ce bruant. Alors, on va faire comme ça. C'est le chant de notre bruant. Alors voilà, vous avez tous reconnu l'ouverture de la 5e symphonie de Beethoven. Il faut savoir que Beethoven vivait dans les grandes plaines d'Allemagne du Nord. Et
beaucoup de personnes pensent que finalement, il a transcrit dans l'ouverture de sa 5e symphonie ces quelques notes du chant de Bruno-Ortola. En tout cas, l'analogie est assez frappante, comme vous avez pu le constater. Et on peut bien imaginer qu'il avait gardé ça dans sa mémoire et quand il a composé la 5e symphonie, il avait déjà perdu une bonne partie de ses facultés acoustiques, auditives, eh bien, qu'il se souvenait en fait de ce chant du Bruno-Ortolan. Donc ça veut dire que finalement, sans qu'on en soit conscient, il y avait évidemment tous ces liens entre la nature et la culture, et nous priver de la biodiversité, c'est nous priver de certains aspects de notre culture. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à quantifier, mais qui est assez évident, la nature et la biodiversité comme source d'inspiration. On a vu qu'on a des extinctions, qu'on a des populations qui fondent, mais les extinctions ne sont pas toujours des choses inéluctables. Alors ici, j'ai pris en fait l'exemple que vous connaissez probablement tous bien du gypaète barbu, qui a été exterminé, comme vous le savez, dans les Alpes au début du XXe siècle. Hein. Et puis, cette espèce, à partir d'individus qui provenaient de zoos, qui provenaient d'Asie centrale, a été réintroduite dans les Alpes européennes, où elle s'est reproduite à partir de l'année 1996. Et actuellement, on a une bonne population, rien que le Valais abrite une dizaine à une douzaine de couples territoriaux, les grisons, etc. Et la population, maintenant, elle est dans une phase d'accélération. On est dans, si vous vous souvenez du modèle logistique que je vous ai montré tout à l'heure, on est dans la phase d'accroissement démographique de cette espèce. Donc, en fait, une extinction est rarement inéluctable si on y met les moyens. Et qui a dit ceux qui ont le privilège de savoir ont la responsabilité d'agir. Je vous le donne en mille et c'est quelque chose que je reprends souvent pour dire la chose à mes collègues académiques qui souvent pensent que le rôle des scientifiques, finalement, ce n'est pas tellement d'aller s'occuper des questions pratiques, c'est plutôt de développer des grands modèles et d'augmenter la connaissance et le savoir, ce que je ne conteste pas, mais je pense que ceux qui ont le privilège de savoir ont aussi la responsabilité d'agir, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Albert Einstein, et j'adhère totalement à cette philosophie. Je pense que ceux qui ont le privilège de la connaissance et du savoir, ils doivent justement informer, faire en sorte qu'on utilise ce savoir à bon escient. Ce pacte homme-nature et biodiversité-culture, eh bien, il faut qu'on le passe. Il faut qu'on avance dans cette direction. Je vous ai dit tout à l'heure que finalement le gros problème, c'est qu'une grande partie de la productivité primaire nette, en fait, est utilisée pour nos activités, directement et indirectement, et qu'une manière de favoriser la biodiversité, c'est de rendre une partie de cette productivité primaire nette de nouveau accessible aux éléments non humains ou aux activités qui ne fournissent pas des biens et des ressources et des services pour les humains. Alors, vous avez des exemples qui sont assez frappants, qui combinent finalement l'intérêt de la climatologie architecturale, si on peut appeler ça comme ça, avec les intérêts de la biodiversité. Ce sont ces grands bâtiments, ça c'est des bâtiments qui ont été construits à Milan, où on végétalise finalement les bâtiments pour réguler leur climat, mais évidemment que ces éléments végétaux qui vont réguler le climat de ces habitations vont faire en sorte aussi que toute une biodiversité peut vivre dans ces systèmes. Et ma vision du futur, c'est celle-là, c'est qu'on doit essayer partout où on peut de restaurer des éléments qui permettent à la biodiversité de s'exprimer. Et c'est bien pour notre climat, c'est bien pour notre environnement, nos bien-être. Et évidemment, c'est aussi quelque chose qui peut fournir un certain ressourcement. Vous pouvez bien imaginer que de vivre dans ces mêmes tours qui seraient complètement minéralisées par rapport à vivre dans ces tours qui offrent quand même une certaine richesse biologique, donne un contexte de vie, une atmosphère, une ambiance de vie complètement différente. On a plein de petits cas comme ça. Ici, j'ai pris volontairement une photo d'une zone industrielle et partiellement résidentielle vers Thun, le long de l'Ar, où on avait une ancienne friche industrielle qui a été transformée en milieu. Et en fait, très typiquement ici, vous avez les gens des habitations qui viennent, les enfants surtout, qui viennent jouer dans ces milieux, apprendre à voir ce que c'est qu'une grenouille verte ou un crapaud commun, un triton, une libellule, etc. Et il ne faut pas sous-estimer, même ces petits bouts de nature qu'on va pouvoir trouver ici et là dans le paysage, ils ont un rôle hyper important à jouer. Et il faudrait que partout où on puisse réinstaurer des petits éléments comme ceux-là, qu'on le fasse.
Évidemment, le milieu agricole, et là à Genève, vous avez évidemment l'exemple de la Champagne genevoise, qui est une belle illustration de ce qu'on peut faire quand on y met les moyens, avec des structures qui ont été recréées dans le paysage et qui ont permis à toute une flore et à une faune de se réinstaller dans un milieu qui était auparavant relativement intensif. Et ces exemples se sont multipliés. Vous avez dans la région de Chafouz des gros projets, vous avez dans la région du Chablais, Vaudois et Valaisan, et ici vous avez le Zélande bernois. Vous voyez qu'à la place de toutes ces cultures très monocordes qu'on avait autrefois, on a recréé des zones humides, on a recréé des structures buissonnantes, on a replanté des haies, etc. Donc ça participe en fait à une vue différente du milieu de production par l'agriculture, et ça donne des perspectives en fait à la biodiversité de se réinstaller dans ces milieux qui autrement sont complètement stériles et hostiles en fait à ces espèces. On a ici un autre exemple, c'est celui des vignobles. Les vignobles valaisans ont pendant des décennies été traités systématiquement à l'herbicide. Les vignes les plus jaunes que vous avez sur cette image d'ailleurs ont été traitées récemment à l'herbicide, mais on a de plus en plus de parcelles comme ça enherbées, et ça a permis le retour de cette espèce emblématique, l'alouette lulu, qui, quand j'étais jeune ornithologue, à la fin des années 70, existait encore dans quelques vignobles, puis elle a complètement disparu. Et depuis que l'enherbement des vignes s'est répandu, cette espèce, elle est en train d'exploser dans le vignoble. Et on a actuellement des dizaines de territoires qui occupent les zones les moins pentues du vignoble valaisan. Donc, des petits efforts comme ça consentis sur des vastes surfaces qui font tout de suite une petite différence pour la biodiversité. Le milieu construit, on en a déjà parlé. On peut concevoir évidemment nos milieux, nos habitats humains différemment, notamment les endroits où on loge, avec les véhicules repoussés à l'extérieur des zones ou en souterrain, par exemple, et puis des espaces de vie qui sont collectifs, qui permettent le foisonnement de la vie, qui permettent l'épanouissement et la découverte entre les bâtiments qui sont habités par les hommes. C'est pas une vision utopiste, ça existe, hein. Il y a déjà des quartiers de ce style en Allemagne, il y en a un près de Berne qui a été créé, des habitats collectifs, où vous avez justement une perspective comme ça de réintégrer la nature dans les systèmes. Et puis on doit évidemment penser à notre architecture. Pendant longtemps, nos bâtiments étaient un petit peu bricolés, on dira, au point de vue des enveloppes thermiques. Et actuellement, on va vers des systèmes qui sont de plus en plus neutralisants et hermétiques pour la faune sauvage ou la flore même, mais on peut créer des structures. Alors vous avez ici, c'est pas par hasard, mais c'est la maison où je vis. Vous voyez que dans le berceau du toit, j'ai fait des trous. Là, il y a un nichoir à chauve-souris. J'ai cassé un bout du berceau pour mettre des nichoirs à hirondelles. Et puis, toute une palette d'espèces d'oiseaux habite maintenant ma maison, qui est certainement le plus grand nichoir sur pied du Valais. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un bout de jardin, même s'il est tout petit, en créant des structures comme des étangs, vous arrivez à en fait avoir toute une palette d'espèces qui peut se réinstaller dans des milieux qui sont très, très humanisés. C'est pas parce qu'un milieu est très humanisé qu'il ne peut pas en fait offrir toute une palette d'opportunités et de possibilités à la nature. Maintenant, il y a un autre aspect, et j'y reviens, j'ai beaucoup parlé au début des interactions. C'est très important de favoriser les interactions. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on observe autour de nous est le fruit de ce qu'on appelle la coévolution, c'est-à-dire une espèce se développe dans une direction donnée parce qu'elle est en relation avec d'autres espèces, que ce soit des animaux, des plantes, etc. La nature a toujours fonctionné comme ça. Et cette coévolution, en fait, si vous voulez, elle implique des tas de liens et d'interactions. Et parmi ces interactions écologiques et services écosystémiques dont on a déjà parlé, la pollinisation, le contrôle des ravageurs dans l'agriculture, etc., on a toujours des liens qui ont été tissés durant des millénaires, si ce n'est des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Tout est façonné en fonction de ces interactions et de cette coévolution. Alors ici, vous avez un exemple typique d'un oiseau qui a développé un bec particulier pour aller cueillir, je suppose, le nectar de cette plante. Et puis plus près de chez nous, vous avez le sphinx du liseron qui ici, évidemment,
va butiner et féconder les liserons, qui sont des fleurs qui sont très importantes pour certains éléments de la biodiversité. Une autre image d'un sphinx du liseron là, qui butine, je pense que c'est plutôt un datura ou quelque chose comme ça. Mais enfin, voilà, vous voyez cette longue trompe qu'on a chez le sphinx du liseron. Et si vous sortez au mois de mai, vous avez des liserons dans votre jardin, il y a une grande probabilité qu'au crépuscule, vous voyez des sphinx du liseron butiner vos fleurs. Les liserons ne sont pas aimés, mais en fait, ils ont une grande fonction à jouer dans l'écosystème. Et ils permettent à ces espèces en fait, qui sont issues de cette coévolution de réintégrer les systèmes. Donc, c'est l'argument de base pour dire pourquoi la végétation indigène. Parce que très souvent, les gens disent « ouais, mais il faut être ouvert ». Ils font une analogie avec l'immigration en disant « mais je ne vois pas pourquoi je ne mettrais pas des plantes exotiques dans mon jardin ». Alors, vous pouvez mettre des plantes exotiques dans vos jardins. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire qu'il faut les bannir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous mettez des espèces indigènes dans votre jardin, vous allez favoriser ces interactions, vous allez permettre à cette coévolution de se poursuivre même dans des milieux urbanisés. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Pourquoi il ne faut pas les sous-estimer? Eh bien, très souvent, il y a des gens qui m'appellent en me disant « voilà, j'ai fait un super étang, voilà, comme celui qui est sur la photo ici, et puis voilà, il y a des iris d'eau, ça c'est une espèce indigène, tout le reste probablement exotique, mais les iris d'eau là sont indigènes, et j'ai mis des poissons. » Alors voilà, si cette personne met des poissons dans ce petit étang, déjà, elle va détruire toute une possibilité d'interaction parce que ces poissons rouges vont probablement neutraliser toute la vie qu'il y a là-dedans. Ils vont se nourrir des micro-organismes, des invertébrés aquatiques, etc., ou des œufs, des amphibiens, et vous n'aurez pas en fait une grande diversité. Ou alors, quelque chose qui est mal compris, c'est qu'on fait un plan d'eau. Bon, ici, il n'y a pas de végétation autour, c'est assez austère. Et puis après, on met un gazon stérile alentour, parce que, encore un autre exemple, et ceci ne favorise pas en fait ces interactions. Et beaucoup de gens m'appellent en me disant « ouais, mais j'ai très peu de libellules ». Je leur dis « mais tu as quoi comme environnement dans ton jardin ?» Ils me disent « bon, ben, j'ai mon gazon, puis après j'ai mon étang ». Je dis ben, « alors, tu supprimes ton gazon, tu laisses pousser les plantes, tu favorises les plantes à fleurs, tes plantes à fleurs vont favoriser les insectes. Les libellules, quand elles sont larves, elles vivent dans l'eau et puis elles vont se nourrir de ce que tu as dans ton étang, mais une fois que la libellule est adulte, il faut qu'elle puisse chasser des insectes. Donc pour ça, il faut qu'elle ait des insectes et un garde-manger. Donc ton gazon, ce n'est pas un garde-manger, essaye de créer en fait une prairie fleurie avec des plantes indigènes, encore une fois, pour permettre à ce garde-manger d'insectes de croître dans ton jardin. Et les gens, souvent, ne perçoivent pas cette question des interactions. Il faut leur expliquer. Une fois qu'on leur explique, finalement, ils comprennent. Alors ici, évidemment, quand vous avez différents éléments, vous favorisez la complémentarité écologique. Et une des lois de base pour avoir la diversité biologique, la biodiversité, c'est d'avoir l'hétérogénéité au niveau des habitats et des structures. Donc, en laissant votre pelouse un peu se développer comme elle l'entend, vous arrivez à créer des milieux où toutes les espèces qui pourraient vivre là-dedans vont se plaire parce qu'elles ont toutes en fait les opportunités d'accomplir leur cycle vital. Voilà, j'arrive à la conclusion gentiment de mon exposé, hein, ça fait bientôt 1 heure que je parle. Mon message, ce qu'on appelle le message à prendre avec vous, c'est que notre impact sur l'environnement est aussi ancien que notre espèce, qu'il s'accélère actuellement, que la destruction du climat n'est que la manifestation la plus récente de cet impact. Il y a beaucoup d'idées préconçues, en réalité, d'après moi. D'abord, Homo sapiens a toujours exploité les ressources naturelles de l'environnement jusqu'à l'extrême de ses possibilités techniques. Et comme il augmente ses opportunités techniques, il augmente l'exploitation des ressources naturelles. C'est mathématique. Selon moi, il n'y a jamais vraiment eu de coexistence harmonieuse voulue entre l'homme et la nature, juste des équilibres dynamiques qui étaient dictés par cette technologie disponible pour les hommes. Alors on signale souvent, par exemple, l'équilibre qui existait entre les Indiens d'Amérique du Nord et leur nature. Malheureusement, c'est un mythe qu'il faut déconstruire. Les premiers colons européens, quand ils sont arrivés dans la région du Yellowstone, qui sont en fait des zones assez élevées en altitude, il n'y avait pratiquement pas de faune. Pourquoi? Parce que c'était les quartiers de chasse des Indiens d'Amérique du Nord durant l'été, et que ces Indiens, ils faisaient ce que faisaient nos ancêtres, ils défaunaient ces grandes faunes, notamment des ongulés.
Et si on avait vu le Yellowstone à l'époque où les premiers colons, on aurait été très, très déçus de voir la pauvreté de ces écosystèmes. La destruction du climat est le dernier de nos impacts en date, mais ce n'est pas le plus important. J'ai oublié de mettre ici cette nouvelle, ce nouveau cartoon, ce dessin que j'ai vu dernièrement. Vous avez la vague de la pandémie qui arrive sur quelqu'un qui est sur une plage. Donc, il a une vague qui lui arrive au niveau du nombril, on dira, hein, déjà une grosse vague. Vous avez derrière la vague de la destruction du climat qui est, elle, déjà un peu plus submergente, qui doit monter à 3 mètres. Et puis la troisième vague qui se prépare derrière, qui est à probablement 20 ou 30 mètres, c'est la vague du déclin de la biodiversité, de l'érosion de la biodiversité. Il faudrait que je rajoute cette dia pour la prochaine occasion que j'aurai de présenter cette conférence. Bon, on pense ainsi parce que notre vision du monde est essentiellement anthropocentrée. Je pense que là, je vous ai montré que l'anthropocentrage n'était pas une solution à long terme, qu'il fallait opérer ce décentrage, cette révolution copernicienne. Et il est temps, je pense, d'essayer de voir si on peut passer un vrai pacte avec la nature. La question, est-ce que nous en avons la volonté? Et si oui, est-ce qu'on a la capacité? Personne ne peut répondre à cette question. Mais je pense que c'est le grand défi pour notre génération et les générations à venir de faire en sorte qu'on construise le terrain dans cette direction. Bon, le paradigme copernicien, il faut se libérer de cette tragédie des communs qui fait que comme la nature est un bien collectif, ben, on tend individuellement à la négliger. On a besoin de ce décentrage. On doit passer de cette vision et perspective anthropocentrique à une approche holistique et écologique. On doit passer d'une approche purement exploitative de la nature à une approche mixte, exploitative évidemment parce qu'on doit survivre sur cette planète, mais durable et contemplative, donc plus respectueuse, qui allie science et technologie, philosophie et politique, spiritualité et religion, pour faire un petit peu de philosophie. Les grandes étapes de cette révolution sont en marche. Alors ici, je vais un petit peu sauter tout ça. On a cette grande prise de conscience dans les années 60-70 aux États-Unis, puis le Club de Rome en 1972 qui rend son rapport. Ensuite, les biologistes de la conservation, donc la corporation à laquelle j'appartiens, qui commence à s'inquiéter à la fin des années 70. On a la réunion de Rio de Janeiro qui, pour la première fois, parle des enjeux du climat et de la biodiversité, avec le protocole de la biodiversité qui est discuté à ce moment-là. On a le Millennium Ecosystems Assessment en 2005. Ce qui est incroyable, c'est que la Suisse, elle a été à Rio en 1992. Et en fait, il aura fallu exactement 20 ans pour qu'elle publie sa stratégie de la biodiversité. 20 ans après Rio, c'est incroyable pour un pays riche comme le nôtre. Et il aura fallu même attendre 25 ans pour qu'on ait un plan d'action, sachant qu'une stratégie, c'est bien, mais si on n'a pas un plan de mise en œuvre, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis plus récemment, on a cette création, Stefano l'a indiqué au début, je fais partie de cette plateforme qui s'appelle le Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. On a sorti ce méga rapport en 2019 qui fait la synthèse de tout ce qu'on sait sur la biodiversité et les services écosystémiques et qui tire encore une fois une sonnette d'alarme. Et en fait, cette plateforme, elle réunit à la fois les scientifiques, mais aussi les agences gouvernementales et les organismes non gouvernementaux dans une réflexion globale. C'est une autre manière de pousser le bouchon de l'information un peu plus loin et de faire en sorte qu'on devienne de plus en plus conscient des problèmes qu'on génère à notre biosphère. Voilà, avec cette image de Huppe au pied de la tour de Saillon, qui a été un des premiers oiseaux, une des premières espèces d'oiseaux à laquelle je me suis intéressé. Je vous remercie pour votre attention. Je vais quitter un petit moment, il faut que je retrouve mes marques, là, où suis-je? Je vais quitter et vous pouvez brancher votre micro s'il y a des questions. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à quitter? J'espère que je fais un stop share. Et puis là, j'entends une voix. Je pense que c'est Stefano. Oui, Raphaël, merci beaucoup pour cette magnifique conférence. Je propose que tout le monde branche son micro au moins 10 secondes pour t'applaudir. Comme ça, au moins, tu entends le retour. Voilà, merci beaucoup. Je propose qu'on
prenne quelques minutes pour des questions. Donc, si quelqu'un a une question à poser à Raphaël, profitez-en, il est là avec nous. Branchez simplement votre micro avant de la poser, s'il vous plaît. Alors, avant qu'on pose une question, il y a un chat avec 26 messages, mais vous pouvez bien imaginer qu'en parlant, je n'ai pas pu lire vos messages. Donc, s'il y a des questions dans vos messages, je n'aurais pas pu en prendre connaissance. Autrement, vous voyez qu'on est quand même 66 participants. Ça montre que ces technologies, je ne sais pas combien vous recevez de personnes habituellement à la Société zoologique de Genève, mais 66 personnes, c'est pas mal. Et en fait, j'ai remarqué que dans toutes les conférences que je donne, j'ai quasiment plus de personnes en mode vidéo qu'en mode présentiel. Alors, je ne sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est parce que les gens, finalement, trouvent pas trop mal d'être assis sur leur canapé en mangeant des chips puis en écoutant les théories du présentateur. Bon, à la zoologique de Genève, c'est vrai qu'on se réunit quand même, on aime bien se réunir, donc on a des salles presque pleines. Mais là, c'est vrai que, bon, là, vu la situation, on est content de t'avoir eu en visioconférence. Et j'ouvre donc le débat. S'il y a des personnes qui veulent poser une question à Raphaël, profitez de sa présence. Alors, il y a Glora Algover qui nous partage son écran. Là, je ne sais pas si elle veut nous montrer quelque chose. Il faudrait qu'elle prenne la parole, le cas échéant. Et puis, Donc, si elle s'amuse, il faudrait qu'elle ne fasse pas un screen share. je ne suis pas sûr qu'elle nous entende. Est-ce que Madame Algover, vous nous entendez? Alors, Si. Bloque le partage d'écran si jamais tu... Ouais. Je vais... Pourtant, il y a quand... C'est parce que j'ai arrêté de partager mon écran, en fait. Bonjour, merci. Je vous entends bien, mais j'ai un petit souci technique. Vous devez couper votre partage d'écran, Madame Algover. J'arrive pas. sur le bouton rouge, la partie rouge de l'écran, arrêtez de partager. Vous voyez en haut de votre écran. En haut, arrêtez de partager. Vous voyez, voilà. Cliquez là-dessus. Voilà. Comme ça, je vois tout le monde. Il y a des visages que je connais d'ailleurs, c'est sympa. Pas de questions? C'était long, hein? Oui, c'est Aliki. Ici, je vous remercie pour cette présentation. Je ne veux pas dire que c'est toujours un grand moment de positivisme d'entendre ces choses. C'est difficile de repartir optimiste. Dans tous les graphiques, on voit toujours cette croissance des humains qui peut-être freine. Maintenant, avec le Covid, je ne sais pas, je vois des bébés et des ventres ronds partout. Comment est-ce qu'on peut aborder ce thème? Parce que politiquement, personne n'ose aborder, j'ai l'impression, le thème de trop de gens. Ouais. C'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Et évidemment que j'en parle à mes étudiants. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans des théories racistes ou des choses comme ça. C'est un peu l'écueil. Il faut toujours rappeler une chose, c'est que c'est un problème global, qu'il n'y a aucune région du monde qui n'est pas touchée par cette question de la démographie. Si vous prenez par exemple la courbe d'accroissement de la population mondiale et la courbe d'accroissement de la population suisse, c'est deux courbes qui sont décalées dans le temps, mais qui sont exactement parallèles. D'accord? Ça veut dire que chaque région du monde vit à un moment donné le même processus d'accroissement démographique. Et c'est probablement la chose la plus difficile à mettre sur la table. Mais finalement, il y a des tas de questions qu'on peut se poser par rapport au choix des générations futures de modérer leur reproduction ou pas. Parce qu'on va avoir des conflits entre le droit de se reproduire des nouvelles générations et des générations plus âgées, d'une certaine manière. J'ai l'impression que on sait que notre population elle va se stabiliser d'après les modèles des démographes qui sont de plus en plus précis, à 9 ou 10 milliards à l'horizon de temps 2070. Hein. C'est à peu près ce que nous disent actuellement les projections des démographes. Maintenant, c'est toujours difficile de faire des prédictions pour le futur. Moi, je suis toujours très, comment dire, quand je vous présente ces choses comme ça, évidemment, vous sentez qu'il y a une forme de scepticisme dans mon propos, mais en même temps, on n'a pas le choix.
de changer si on veut survivre sur cette planète, hein. Et alors, je prends toujours un exemple pour dire que de projeter nos visions actuelles sur le futur, ça sera de toute façon entaché d'erreurs. Je vais vous donner un exemple. Et je vous en ai donné un déjà dans la présentation, le gypaète barbu. Quand j'étais jeune, 1978, j'avais 17 ans, a fui sur les Hautes-Fuies où j'ai grandi, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. On avait une volière d'acclimatation de gypaètes qui venaient d'Afghanistan. À l'époque, on allait les prendre dans la nature. C'était un projet de Giroudet d'ailleurs, hein, de Paul Giroudet. Puis l'idée, c'était d'aller chercher des oiseaux sauvages et puis après de les mettre dans cette volière, puis à un moment donné, de les lâcher. Bon, ça, c'était les prémices du projet. À partir de 1980, on a changé un peu le système. On a commencé à lâcher des oiseaux reproduits en captivité, ce qui n'impactait pas les populations sauvages et tout. Si vous m'aviez dit en 1978, Raphaël, quand tu auras 60 ans, il y aura 20 territoires de gypaètes barbus dans les Alpes, je ne vous aurais pas cru. D'accord ? En 1978, si vous m'aviez dit, Raphaël, en 1995, les premiers loups feront leur entrée en vallée et en 2020, il y aura plusieurs meutes qui se reproduisent. Je ne vous aurais pas cru. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a des tas de choses qu'on pense aller dans une direction et elles iront dans une direction autre. Et ça, je pense que c'est une grande leçon qu'on doit toujours retenir pour maintenir notre espoir, c'est que ce qu'on projette est probablement entaché de faux. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Maintenant, ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre nos problèmes, on est bien d'accord. Mais les prédictions ou les Cassandres, il faut quand même un peu se méfier parce que les choses ne sont jamais linéaires et quand elles sont linéaires, ben, il y a plusieurs processus et ils ne vont pas forcément dans la même direction. Et maintenant, si on parle de cette démographie, les démographes nous disent, d'après les projections, on sera 9 à 10 milliards en 2070. Maintenant, regardez ce qui nous arrive maintenant. On a, excusez-moi, mais cette petite pandémie, parce qu'il faut l'appeler ça petite pandémie, comme elle nous affecte. On a, via notre exploitation des écosystèmes, généré une bombe à retardement parce qu'on est une espèce hôte, pléthorique pour les pathogènes. Je répète ce que j'ai dit, nous sommes devenus une espèce d'hôte pléthorique pour les pathogènes. D'accord ? Si vous savez le nombre de virus qui vivent chez les animaux, si vous imaginez le nombre de bactéries qui pourraient faire des ravages bien plus efficacement que des virus qui ont quand même besoin de maintenir leur hôte en vie pour pouvoir se reproduire, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les bactéries. Si vous rajoutez à ça le fait que beaucoup de nos écosystèmes, actuellement, ils sont, je ne trouve plus le terme, ils sont, si vous prenez par exemple Singapour, vous avez vu comment Singapour, lors de la première vague, a essayé de juguler le Covid. Ils allaient asperger tout avec des antiviraux. D'accord ? Toutes les surfaces collectives et tout était nettoyé tout le temps. Ça, ce genre de réponse à des pathogènes, ça va générer la chose suivante, c'est qu'on va avoir des épidémies de maladies auto-immunes. Pourquoi ? Parce qu'un organisme humain, comme tout organisme, quand il grandit dans un environnement, et j'ai retrouvé le terme que je cherchais, aseptisé, c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, on aseptise les milieux. Quand vous grandissez dans un milieu aseptisé, vous n'avez pas les processus évolutifs qui vous exposent aux pathogènes et qui font que votre système immunitaire se construit. Donc, vous grandissez dans un milieu aseptisé qui est naïf, si vous voulez, du point de vue de votre exposition aux pathogènes. Et puis un jour, vous vous retrouvez dans un système où les pathogènes sont là, mais vous avez un système qui est trop naïf pour avoir une réponse qui est satisfaisante. Et une partie des maladies auto-immunes résulte de ça. Et ces maladies auto-immunes, elles vont se répandre à un moment donné si on reste aussi pléthorique comme hôte, comme très très rapidement, comme risque des bactéries de se répandre. Moi, je pense que, je ne veux pas être le devin, mais je ne serais pas étonné que la pléthore que nous constituons comme hôte pour tous ces pathogènes fait que peut-être ces 9 à 10 milliards en 2070, on ne les atteindra peut-être pas. Donc, ce n'est pas très réjouissant pour l'humanité, mais c'est peut-être bien ce qui risque de se passer. Vous savez, n'oubliez pas qu'à la Renaissance, on était 1,5 milliard d'humains sur la Terre, à peu près. Durant la vie de mon père, qui est né en 1931, qui est mort en 2005, on a vécu un triplement de la population mondiale. Durant ma vie, j'ai 60 ans cette année, on a vécu plus du doublement de la population mondiale. D'accord ?
je crois qu'on ne mesure pas la magnitude de ce processus, quoi. Je crois qu'on ne réalise pas vraiment ce qu'on a créé à la biosphère, ce qu'on a généré à cette biosphère. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Aniki. Je ne dévie pas en touche, mais d'un côté, je pense qu'on a tendance à voir les problèmes là où ils ne sont pas vraiment, à sous-estimer les vrais problèmes auxquels on devra faire face. Et puis, en même temps, c'est très difficile de prédire l'avenir. Alors, je peux prendre la parole. J'ai une petite question, enfin j'ai deux questions en fait, et je vois qu'une de mes questions vient d'être posée dans le chat. Ma première question, c'est est-ce que votre PowerPoint, il peut être mis à disposition quelque part pour qu'on puisse le retrouver? Alors, j'ai procédé à un enregistrement de la conférence et je peux mettre ça sur un... Mais ça dépend des organisateurs, hein, parce que je touche des honoraires, ils ne sont pas colossaux, mais d'ailleurs, je peux bien les remettre, les honoraires, si c'est que ça. Je peux très bien mettre la conférence sur Facebook ou sur YouTube, hein, si vous voulez. Ouais, c'était ma deuxième question en fait. Je sais que déjà, merci beaucoup, beaucoup, c'était vraiment passionnant. Et voilà, si on peut avoir accès à cette conférence ultérieurement, ce serait super génial. Merci. Alors, moi, je le fais volontiers, mais je pense qu'il faut que le comité de la société se réunisse pour savoir s'ils donnent cette opportunité, parce qu'ils ont quand même... Je pense que ce sera fait. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller donner accès à cette conférence si Raphaël est d'accord, vu que c'est toi qui... Ah, moi, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, je ne partage pas trop les PowerPoint. Si je partage, c'est le PDF des PowerPoint en principe. Parce que j'ai retrouvé mes cours une fois à Toronto, quasiment copié-collé chez un autre prof, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié. Non, je comprends. Que les idées passent, c'est une chose, mais après, il y a les questions de copyright quand même. Mais la présentation, comme je viens de la faire, si vous regardez en haut à gauche, vous voyez, il y a le petit icône recording. Ouais. Donc, j'ai enregistré depuis le début. Après, je peux faire une vidéo. C'est lourd, hein, mais ça passe. D'accord. Enfin, là, au comité de me le dire. Ok, on regardera ça avec toi et puis on mettra le lien si jamais On ne se trompera pas de lien cette fois. Désolé à tous, hein, c'est vrai qu'on a eu un bug au départ. C'est ma faute, le bug. C'est moi qui ai mal copié le lien. Je crois qu'il y a François qui voulait poser une question, si j'ai bien vu. Oui, c'est pas vraiment, c'était d'abord remercier Raphaël pour cette conférence très intéressante. Ça m'a beaucoup plu parce que, évidemment, tu l'as dit de manière infiniment plus scientifique que ce que je faisais avec mes élèves, mais j'ai retrouvé tous ces éléments que tu mentionnes, que je disais d'une manière très simple, beaucoup plus simple, et ça m'a fait plaisir. Moi, ça m'a amusé quand tu as montré ces immeubles verts pleins de végétation. J'ai pensé aux gens qui devront aussi évoluer, les mentalités qui devront aussi évoluer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais moi j'ai des blattes chez moi, moi j'ai des insectes, j'ai des mouches, j'ai des araignées. » Et chaque fois je me dis « Mais ces immeubles verdoyants, comment est-ce qu'ils vont être vécus? Qui va les habiter ?» Et je trouve que je me réjouis de savoir qui va les habiter, si vraiment ça aura beaucoup de succès. L'humidité, je sais pas, enfin, cette végétation, c'est super. Je suis pas sûr de toujours trouver génial comme entourage. Alors, je sais pas si quelqu'un a des expériences comme ça. Alors, moi, j'en ai une en Chine où ils ont fait des bâtiments comme ça dans des zones assez humides et ils ont du tout dévégétalisé exactement pour cette raison, parce qu'ils étaient infestés d'insectes. Voilà. Moi, j'ai eu plusieurs habitations dans ce système-là. Le problème, c'est que c'est très compliqué techniquement. Donc, je suis jardinier, on réalisait ce que demandaient les architectes, notamment à Paris, dans le 13e arrondissement. Et c'est très compliqué d'avoir quelque chose qui pousse réellement. Et effectivement, une fois que ça pousse,
Non, alors ça allait mieux parce que c'est peut-être pas en Chine limite, c'est à Paris près du périph', donc c'est vrai que ça, c'est pas les mêmes conditions. Mais voilà, il y a des moments où il faut fermer, des moments où il faut ouvrir parce que c'est un peu comme chez nous, quoi. L'été, si vous laissez ouvert à l'intérieur avec une fenêtre, vous avez des moustiques, quoi. Mais après, enfin, en tout cas, de ce que j'ai connu moi ici, puis Milan, j'avais visité aussi, il n'y a pas tant de plaintes, quoi. Puis après, effectivement, les gens, bah, faut savoir ce qu'ils veulent aussi, quoi. Donc, je pense que c'est une évolution de mentalité aussi, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël. Moi, j'aurais peur d'une multiplication des traitements à l'insecticide dans ces habitations. Enfin, peut-être pas, les gens vont évoluer et puis Je trouver pense ça qu'il y a bon. un problème d'éducation parce que finalement, bah, évidemment, on a des réactions ataviques quand on est face à une araignée, enfin, pas tout le monde, mais des réactions ataviques qui se comprennent parce que certaines araignées sont venimeuses et puis certains de nos ancêtres ont été confrontés à des araignées venimeuses. Donc, si on a un réflexe face aux araignées, il est tout à fait compréhensible. C'est le même réflexe qu'on a vis-à-vis des serpents, d'accord? Un réflexe qu'on n'a pas forcément si on croise un hérisson dans un jardin. Si on n'a jamais eu d'hérisson, voilà. Je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire là derrière. Maintenant, je fais un lien quand même avec les interactions. Parce que dans mon jardin, j'ai beaucoup d'étangs. J'ai une population de crapauds qui se maintient alors qu'on m'avait dit que sur 2000 m² au milieu d'une zone suburbaine, c'était impossible de maintenir une population de crapauds. Hier soir, il y avait 6 mâles qui chantaient, puis une femelle bien pleine d'œufs qui arrivait et tous se jetaient sur elle. Donc, ils se produisent maintenant depuis 3 ans. Et puis, beaucoup de gens sont réticents, par exemple, c'est là que je veux en venir, de créer des étangs dans leur jardin parce qu'ils ont peur des moustiques. D'accord? Et dans mon village, j'ai déjà participé maintenant, on a créé un réseau on a déjà 6 étangs dans le village, des étangs de jardin. Et en fait, il n'y a pas de larves de moustiques ou de moustiques dans les étangs concrets. Pourquoi? Parce que on amène les prédateurs, qui sont les tritons alpestres. Et les insectes qu'on a, ou les moustiques qu'on a dans les zones résidentielles, ils sont pas dans les étangs de jardin, ils sont dans les bidons ou les pots de fleurs qu'on oublie dans un coin, y compris les moustiques tigres, hein, qui sont assez virulents. Et encore une fois, c'est une question d'interaction. Évidemment que si on voit pas les interactions quand on fait un design d'un élément végétalisé, qu'on n'a pas ça en arrière-fond, eh bien, on va générer des problèmes. Et c'est pour ça qu'on a des biologistes qui connaissent les interactions et qui vont faire en sorte qu'on puisse les penser, même si on ne peut pas toutes les penser parce qu'elles sont tellement innombrables. Hein. Et typiquement, je me dis, beaucoup de ces aménagements qu'on fait, ils ont été pensés du point de vue esthétique, au point de vue climatique, mais je suis sûr qu'ils n'ont pas été pensés au point de vue des interactions biologiques. Donc, s'ils avaient rajouté un biologiste peut-être à ce système-là, ils auraient peut-être végété d'une autre manière. Ils auraient peut-être pas végété toutes les parois, par exemple. Et puis, ils auraient essayé de voir quelles fonctions écologiques et quelles interactions ils peuvent arriver à instaurer dans le système pour que le système soit stable et qu'il soit pas en train de partir dans une direction non voulue. Donc, c'est de nouveau la question des interactions. Et je pense que mon exemple de l'étang, il est très parlant. Beaucoup de gens veulent pas mettre des étangs dans leur jardin. Quand leurs enfants sont petits, je leur dis, il ne faut pas que vous mettiez d'étangs dans votre jardin parce qu'il y a un risque de noyade des enfants. Une fois que les enfants sont grands, vous pouvez le faire. Et puis, si vous le faites, ben, on va ensemencer votre étang avec des tritons dès le départ et vous n'aurez pas de larves de moustiques. Parce que dès que vous créez un étang, vous avez des millions de moustiques, ou des centaines de milliers de moustiques qui viennent pondre. Il y a des larves partout. Et c'est vrai qu'on se dit, mais si tout ça éclot, ça va être la catastrophe. Mais si vous mettez les tritons d'entrée, vous n'avez pas du tout la catastrophe. Et je peux vous faire visiter mes étangs ce soir. Si vous trouvez une larve de moustique dans un de mes étangs, eh ben vous êtes vraiment fortiche parce qu'il n'y en a pas. Par contre, si vous allez chez le voisin, regardez les bidons de peinture qu'il entasse sous les escaliers depuis 5 ans, qui regorgent d'eau de pluie, ben là, vous êtes sûr que vous allez trouver des larves de moustiques. Comment on peut mesurer la PPN, une simple, assez simplement? Comment vous avez une recette? Alors, chez les plantes, c'est l'activité photosynthétique hein, qu'on mesure, quoi. Donc, on pourrait faire une analyse de respirométrie des plantes en mesurant la quantité de CO2 qui est dégagée ou qui est absorbée, par exemple, donc, qui est générée la nuit, qui est absorbée durant la journée, ça se mesure. Hein. La photosynthèse se mesure.
Et puis, indirectement, ces estimations de la productivité primaire nette des écosystèmes, en fait, on a une mesure de la productivité primaire brute des écosystèmes. Quand on fait, par exemple, des vols satellitaires sur la surface de la planète, on peut calculer des indices de végétation, ça s'appelle le NDVI, et c'est des bases de données qui existent. Nous, quand on fait, par exemple, des modèles de distribution d'espèces, des modèles prédictifs, par exemple, de ce qui va se passer pour certaines espèces dans les algues qui maintenant souffrent très fortement du réchauffement climatique, on a des indices de végétation avec des satellites qui passent régulièrement, puis on peut calculer cette productivité. Alors, la manière exacte dont c'est calculé sur la surface du globe, je ne peux pas vous dire, il faudrait relire l'article. Je crois que la source est indiquée au-dessous dans le PowerPoint. Il y a un Autrichien qui fait plein de mesures sur ces questions de productivité primaire nette, la part utilisée par les hommes, directement et indirectement, ça se mesure. C'est des estimations, c'est comme quand, par exemple, je vous ai parlé du bénéfice de la pollinisation. On a dit 250 milliards ans. Ça, c'est la valeur estimée, mais c'est Pavan Shukev qui a fait ça. C'est un économiste qui était dans la City à Londres et qui s'est mis à faire des modèles pour mieux comprendre en fait les enjeux de la biodiversité. Donc lui, il s'est dit, puisqu'on économise ou on traduit tout en termes économiques, essayons de faire la même chose pour la nature parce qu'on va vraiment se rendre compte de tout ce que la nature nous fournit en termes de ressources et de services. D'accord ? Et il a fait cet exercice en disant, on ne devrait pas faire cet exercice parce qu'on devrait spontanément comprendre que la nature a un droit d'existence, mais il l'a quand même fait. Et puis, il a estimé justement, par exemple, quel était l'apport en termes économiques simplement du service de pollinisation. Donc, il prend tous les insectes, il prend tous les oiseaux, toutes les chauves-souris, puis il calcule ça pour la zone cultivée, la surface agricole utile. Puis il obtient des indices en fonction du type de culture, puis après, ils extrapolent ça au territoire et puis ils estiment. Mais ça reste des estimations. C'est comme ces taux d'extinction, quoi. C'est des estimations. Ouais, mais il faut partir de quelque chose. Ouais. Je ne sais pas s'il y a encore une question. On va bientôt terminer cette soirée. Il est 22 heures passées. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Oui, j'ai une question de la part de mon petit frère qui a suivi depuis le début. Donc, je vais lui lire ce qu'il m'a demandé. Il m'a demandé, il a un étang dans son jardin. Plutôt, on a un étang dans le jardin. Mais il y a des poissons rouges, mais il ne sait pas ce qu'il doit en faire, s'il doit les tuer ou pas, en fait. Mais moi, je lui dis, normalement, il devrait mettre ça dans un aquarium. Mais il faudrait juste une réponse précise de la part de vous. Combien est-ce qu'il a de poissons? 5. Alors, c'est simple, les capturer, les mettre dans un aquarium et puis attendre ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les poissons, ils meurent. Et puis surtout, pas les laisser dans l'étang, parce que ça, c'est un des trucs les pires, quoi, pour un étang, c'est d'y mettre des poissons rouges. Si vous voulez vraiment avoir les éléments naturels, cette biodiversité, ces interactions, il ne faut pas mettre de poissons. Et une fois que vous avez les poissons rouges, s'ils se reproduisent, j'ai aidé des personnes à vider des étangs de poissons rouges, mais il faut aller jusqu'à assécher l'étang pour que tous les œufs qui sont dans les plantes disparaissent. Et sur un étang, on a dû le faire 3 fois avant d'obtenir l'effet escompté. C'est pas facile. Donc, évitez de les mettre dès que l'étang est créé, c'est la meilleure solution. Ok, merci beaucoup. Et merci encore pour votre exposé. Un plaisir. Ok. Je ne sais pas s'il y a une dernière question qui brûle, quelqu'un qui aimerait profiter de la présence de Raphaël. Sinon, je te remercie encore, Raphaël Areta, d'avoir animé cette soirée, d'avoir partagé ta connaissance. J'espère que tous les membres en ont profité, qu'ils ont eu du plaisir lors de cette soirée. Donc, je profite encore de t'applaudir. Allez, une dernière fois, merci pour ces réponses. Et puis, je vous donne à tous rendez-vous donc, dans un mois, le 13 avril. Nous aurons une soirée sur l'histoire naturelle des crottes qui sera présentée, cette conférence, par Manuel Ruedi du Muséum et qui sera complétée par des images vidéo au bord d'un étang, au pied du Jura. Alain Sturzinger, un membre de la société, partagera ces vidéos. Vous verrez, il y a quand même pas mal de belles surprises.
Voilà. On espère que bientôt, on pourra se revoir en direct. Ah, Raphaël voulait dire quelque chose. Oui, je vois qu'il y a sur le chat, il y a plein de messages, donc je vais les lire maintenant. Ok. Puisque c'est moi qui ai branché le lien Zoom. Je vais les lire et puis répondre par écrit à ce qu'il faut répondre. Donc, je vais encore me donner le temps de répondre s'il y a des questions par écrit. Ok. Merci beaucoup. Très bien. Alors, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir tout Merci. le monde. Merci, à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Pareil. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne... Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, on a été jusqu'à 71 personnes, hein, Stéphane. Oui, très bien. Ouais, je Super. pense que c'est vraiment bien. Super, ouais. Ouais, c'était une bonne formule. Très bien. Road to les 10 cas, les 100 cas plutôt. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une baisse des araignées, ce n'est pas un souci pour moi. C'est Schrock qui dit ça. J'ai vu qu'il y avait 2 Shrek, hein, 3 même. Schrock, Nicolas Jacquet et Nicolas K, qui sont des Shrek. Plein de Shrek. Hein. C'est la diversité. Effectivement, elles sont facultatives à mon bien-être, dit-il des araignées. Alors, la conférence mise en ligne, ben ça, il faut qu'on en parle, Stéphano, mais ce que je propose, c'est que tu en parles au comité et que vous me donniez un feedback par email. Tout à fait. Raphaël, président. Merci, Nicolas, mais je ne suis pas candidat dans la politique. Très beau geste. Très beau geste de ma part. J'ai personnellement un nichoir à moineaux, c'est un début. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de questions. En fait, c'est des merci ou des. Ça. Très bien. Merci. Bientôt tout le monde. Bye Merci bye. Raphaël. Au revoir à tous. encore. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Bye à tous. Merci infiniment, c'était super. Salut Yves. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus. Hein. Ouais, ciao Raphaël. Ciao Yves. Puis avec Corinne qui était là, mais elle est où Corinne? Oui. Elle est toujours là, mais elle fait la timide. Ouais. Je la vois là. Elle est Je partie. suis là. Ah, elle est là. Salut Corinne. Ciao, ciao. Ouais, ça fait une paye, hein. Oui, oui. Oh là là. Mais on aurait apprécié de te voir en vrai, en chair et en os. Ouais, bon, mais là, tu me vois quasiment en chair et en os. Ouais. Tu m'as pas reconnu, hein, c'est ça? Si, si. Si. Très bien. Voilà. Eh bien, au plaisir de vous revoir live, comme on dit. Et puis vous saluerez bien Manuel lors de sa conférence de ma part. Il ne manquera pas. Il vient de voir un lynx dans le Jura, il ne vous a pas dit, mais Si, il m'a envoyé des Moi aussi. images. ouais, il a inondé toute la Suisse de sa photo de lynx, de Montrichier. Je dois pas- Magnifique photo, ouais. Un grand moment, il m'a dit. Ah ouais. Alors, à bientôt. À tout bientôt, À merci. bientôt. Beaucoup. Bye bye. Tout bon. Bye bye. Bientôt. Ciao, ciao. Salut.